je représente ici les deux autres auteurs qui ont dirigé avec moi cet ouvrage, les livres des maîtres de Sorbonne, Histoire et rayonnement du collège et de ses bibliothèques du IIIe siècle à la Renaissance, c'est-à-dire Claire Angotti, Université Champagne-Ardenne, Reims et Gilbert Fournier. Avec nous ont travaillé quelques autres auteurs, à savoir Thierry Couamet, Paris 1, La MOP, Christopher Luken, Paris 8, Genève, Karine Klein, Bibliothèque d'Avignon, et Marie-Laure Savoie, Institut de recherche d'histoire des textes, ainsi que Beate von Scarpatetti, Université de Bâle. Donc c'est un ouvrage collectif consacré à ces thèmes, ouvrage qui a été précédé par un séminaire organisé au sein de l'Institut de recherche d'histoire des textes et par une rencontre d'études qui s'est tenue en 2012 sur une journée, également financée par l'ABEX Aztec, que je remercie. Alors, quel est le but de ces livres? Ces livres avaient pour objet de mettre en valeur le rôle des livres des bibliothèques du Collège de Sorbonne dans le système d'enseignement de l'université médiévale, au sens large de voir quelle a été l'influence culturelle exercée par cette institution qui est assez exceptionnelle, comme on va le voir. Donc, le Collège de Sorbonne, fondé en 1257, possède la plus importante bibliothèque, ou l'une des plus importantes bibliothèques de l'époque. Il avait plus de 1000 livres, 1017 livres à la fin du XIIIe siècle et 1720 au XIVe. Donc, cette bibliothèque exceptionnelle, documentation exceptionnelle. Donc, nous avons plusieurs sources qui nous permettent d'accéder à cette bibliothèque. D'une part, une collection riche et richissime des manuscrits qui se trouvent essentiellement à la Bibliothèque nationale de France, et puis toute une série de listes descriptives de ces manuscrits d'époque, donc des catalogues des livres datant du XIIIe et XIVe siècle, un registre des prêts de la bibliothèque qui est l'un des plus anciens existants, et un catalogue imprimé du milieu du XVIe siècle qui nous montre la bibliothèque lorsqu'elle est déjà composée non seulement des manuscrits, mais d'imprimés. Alors, voilà quelques images de ces documents. Ça, c'est les grands catalogues du XIVe siècle, 1338, qui décrit les deux bibliothèques du collège sur lesquelles je reviendrai. Là, vous avez d'une part le registre des prêts et d'autre part ces catalogues imprimés qui a été redécouvert il n'y a pas longtemps et sur lesquels est en cours un projet à la fois d'édition et d'analyse. Alors, quelles ont été les lignes de force de notre recherche? D'une part, situer cette bibliothèque exceptionnelle au sein de la ville, Paris, et de l'institution collégiale. Ensuite, montrer comme la bibliothèque à cette époque, au-delà d'un simple amas de livres, représente quelque chose, un projet politique, un projet culturel, donc la bibliothèque comme projet, et enfin, le rôle de la bibliothèque dans la circulation des savoirs. Alors, pour la bibliothèque au sein de la ville et de l'institution, Jacques Verger a écrit que la bibliothèque du Collège de Sorbonne est l'élément le plus neuf du paysage universitaire parisien du XIIIe siècle. Ce collège a été fondé avec le patronage royal pour contrebalancer les prestiges des ordres mendiants à Paris. Donc, il affiche très rapidement une vocation à la fois religieuse, culturelle et politique. C'est un foyer d'enseignement où maîtres étudiants en théologie mènent une vie commune comme dans un monastère, mais sans être un monastère. Ils n'ont pas l'appui d'un ordre, ils vivent non pas selon une règle, mais selon un règlement. Alors, nous n'avons pas conservé l'acte de fondation du Collège de Sorbonne, mais nous voyons que véritablement cette institution, on la voit se constituer à travers les temps, grâce à des legs fondateurs, à des dons venant des maîtres et des associés qui adhéraient au collège et ensuite donnaient leurs biens au collège pour l'enrichir. Les deux legs les plus considérables sont celui du fondateur et celui de Gérard d'Abbeville, archidiacre de Pontieux.
À la suite de ces délais qui comportent beaucoup de livres, la bibliothèque acquiert plus de 400 nouveaux livres. C'est donc l'occasion de la restructurer complètement pour qu'elle soit plus efficace, pour qu'elle effectue, pour qu'elle ait un rôle efficace dans la circulation des savoirs. Et donc les maîtres de Sorbonne arrivent à une décision de partager les fonds des livres possédés par les collèges en deux parties. D'une part, la bibliothèque commune ou magna, c'est-à-dire la bibliothèque de consultation où les livres étaient rangés sur des bancs et enchaînés comme un peu dans l'image que vous voyez, qui n'est pas la Sorbonne naturellement. Et puis, d'autre part, une bibliothèque dite parva ou petite en latin, mais elle n'était pas la plus petite, c'était la plus grosse, c'est là où il y avait le plus de volumes. Et c'était la bibliothèque circulante, donc les livres que les maîtres et les étudiants pouvaient emporter. Donc, pour cibler cette question de la bibliothèque comme projet, il faut que je fasse un détour extrêmement rapide sur la question de la copie des livres. Nous sommes à l'époque du livre manuscrit. À cette époque-là, ça ne se passe plus comme dans les scriptoriums monastiques où on produit des livres sur place à usage de l'institution, mais les livres sont essentiellement acquis à l'extérieur, commandés par exemple, dans des ateliers. Et les maîtres de Sorbonne exercent un rôle très important de contrôle des livres qui sont ainsi acquis. C'est-à-dire que ces livres copiés par des ateliers de copistes professionnels ne se conforment pas forcément au contenu canonique, canonisé, et donc il faut les corriger. Ainsi, il y a des livres du Collège de Sorbonne qui ont servi de modèle à la copie d'autres manuscrits. Nous avons ici un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Victor de Paris qui est conservé à la BNF et dans lequel une note marginale dit « Ce livre a été copié sur un livre du Collège de Sorbonne ». Donc, fonction de modèle, d'exemple, exercé par la bibliothèque. Là, en 1470, arrive l'imprimé. La première typographie parisienne, c'est au Collège de Sorbonne qu'elle se fonde. Vous avez ici les premiers livres imprimés à Paris, 1470, les discours de Gasparino Barzizza. Donc, la bibliothèque n'est cependant pas surtout acquise par commande, c'est surtout les dons et les legs auxquels je fais référence. Et nous voyons ici les sources du collège s'adapter à prendre une sorte de volonté d'intention mémorielle. Dans les sources descriptives de la bibliothèque, on trouve les mentions d'origine et de provenance, lesquelles mentions d'origine et de provenance figurent aussi sur les manuscrits. Donc la bibliothèque sert en quelque sorte d'archive. La documentation sur la bibliothèque montre la constitution de la bibliothèque comme archive et comme mémoire de l'institution. La bibliothèque de consultation et de référence reflète le système d'enseignement médiéval qui est fondé sur la lectio, lecture qui se fait donc dans un cadre collectif et non pas individuel, et elle implique deux parties, d'une part les maîtres qui lisent à l'intention des élèves et d'autre part l'élève qui lui lit d'après les maîtres. Donc la bibliothèque de consultation est un plan représentatif de ces systèmes d'élection et d'enseignement médiéval. Donc c'est une bibliothèque que l'on peut définir comme bibliothèque docens, tandis que la bibliothèque parva ou de près, c'est la bibliothèque utens, la bibliothèque d'utilisation. Là, quelques exemples pris rapidement de ces rôles de modèles et d'exemples de la bibliothèque de consultation. Primo, le système de classement de la bibliothèque de consultation, qui n'est pas simplement une bibliothèque théologique, alors que les collèges a vocation théologique, mais c'est une bibliothèque qui est ouverte aux autres disciplines de l'Université de Paris. Arts, médecine, théologie, décret. Toutes les disciplines sont représentées et classées selon l'ordre de ces facultés. Autre exemple, c'est celui de certaines sections de la bibliothèque, l'une dans le catalogue du XIVe siècle qui est consacrée aux livres qui étaient condamnés par la censure. Je vais vite.
Voilà, j'ai pratiquement terminé. Voilà. Nous avons, dans cet ouvrage, effectué un certain nombre de tests ou des recherches sur l'essence qu'il y avait dans la répartition de ces deux bibliothèques et comment les contenus étaient répartis. Une recherche a été menée sur la question de l'éthique à Nicomaque, la présence dans les deux bibliothèques, et cette œuvre témoigne de l'émergence de l'enseignement de la philosophie morale au Moyen Âge. Autre exemple significatif, c'est la présence dans la bibliothèque de Sorbonne quelques œuvres, ou plusieurs œuvres en langue française. C'est une présence assez sporadique, mais tout à fait significative. Et sur la question des langues dans la bibliothèque, bilinguisme ou multilinguisme, il y aura beaucoup à dire et beaucoup à discuter, mais bon, nous n'avons pas le temps ici. À la fin du Moyen-Âge, nous voyons que ces registres de prêts fait état de la fidélité des maîtres de Sorbonne à la vie antique de saint Thomas d'Aquin, mais fait apparaître aussi les divergences qu'il y a d'interprétation entre le thomisme et l'albertisme. On a également une recherche tout à fait significative qui a été faite en marge de cet ouvrage dans une thèse dont nous espérons la publication proche par Laure Miolo, Université de Lyon. Cette thèse portait sur les œuvres scientifiques au Collège de Sorbonne et la répartition des textes scientifiques dans les deux bibliothèques est tout à fait significative du sens et de la fonction, des fonctions différentes de ces bibliothèques. En particulier, à propos des langues, on voit que c'est dans la bibliothèque de consultation que sont intégrés les ouvrages du savoir arabe qui sont arrivés en Europe au XIIe siècle par les traductions et que les maîtres de Sorbonne s'est hâte d'intégrer dans ces cadres du savoir justement pour les contrôler, pour les englober. Dernier point, au-delà de cette bibliothèque des prêts, Paroi, il y a un prêt que nous voyons émerger à la fin du Moyen-Âge et c'est les prêts individuels pratiqués par certains maîtres dans des réseaux d'affidés et d'élèves. Et donc, au-delà du fait, évidemment, que ces personnalités se réclament de l'autorité du collège comme institution d'appartenance, mais au-delà, ils distribuent leurs propres livres, exerçant eux-mêmes un rôle de diffusion culturelle. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, merci au Lab Exastech, parce que sans le Lab Exastech, le colloque dont est issu cet ouvrage n'aurait pas pu avoir lieu. Donc c'est déjà une première chose. Et donc je dois d'abord mentionner qu'il s'agit d'un projet qui est collectif et qui n'aurait pas eu de sens et qui n'aurait pas pu exister sans l'intelligence collective de tous les collègues qui ont bien voulu s'atteler à la tâche pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une enquête qui a suscité beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup de travail dans les archives du Collège de France et les autres archives mobilisées ailleurs qu'au sein du Collège de France, mais relatives au Collège de France. Donc je vais essayer de vous présenter un peu le projet, pour vous dire qu'en gros, pour moi, c'était un intérêt d'abord individuel, c'est-à-dire, comme toujours, c'est-à-dire travailler sur un terrain, on va dire, d'enquête par rapport à un travail que je mène de manière plus générale sur l'organisation, le partage des savoirs à différentes échelles, individuelles, de l'ordre des établissements internationaux. Et l'idée de départ était assez simple, pour reprendre le mot de Lucien Febvre, éviter l'anachronisme, ce péché des péchés, et autrement dit, travailler sur la manière que les savants ou les institutions ont de classer, d'organiser, de partager les savoirs et de les nommer. Donc il s'agit d'abord d'une approche relativement stricte, nominaliste, je dirais, au sens où elle s'attache aux intitulés, c'était le titre du colloque initial, l'atelier des intitulés, et aux pratiques afférentes à ces intitulés. En gros, que recouvre, à quelle pratique renvoie telle ou telle dénomination dans leur contexte propre. L'hypothèse centrale étant qu'une opération de découpage et de partage et d'étiquetage des savoirs
rend compte d'un certain nombre de pratiques, de transformations, de conceptions du savoir, avec ses exclusions, ses remembrements, ses appropriations, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une pragmatique des usages des dénominations. Donc, tout ceci vise à essayer de saisir la performativité des discours et donc, par ce biais, à essayer d'interroger aussi, d'où un deuxième niveau, l'historiographie indigène des institutions qui sont elles-mêmes productrices d'une propre historiographie. Car c'est le deuxième point qui m'intéressait particulièrement, c'est que l'historien des sciences n'arrive jamais en terrain vierge. L'historien des sciences arrive toujours dans un terrain qui est déjà arpenté, balisé, strié, avec un certain nombre de discours qui sont tenus et d'actions qui sont corrélatives à ces discours. Dans le cas du Collège de France, c'est particulièrement intéressant, d'autant plus que l'historiographie que je nommerais, pour faire vite, indigène, est la dominante. Autrement dit, l'historiographie extérieure au collège est relativement peu importante, ça peut surprendre, mais c'est le cas. Et que, justement, cette historiographie dite indigène insiste précisément sur une spécificité qui serait que le Collège de France voit sa caractéristique précisément dans cette pratique de l'intitulé. Je vais essayer d'expliquer ça. En gros, le Collège de France diffuse de lui-même une représentation selon laquelle, si vous prenez ici la page internet du Collège de France, selon laquelle il échapperait à toutes sortes de reproductions des habitudes intellectuelles, des partages disciplinaires, à la différence des autres établissements d'enseignement, car il serait le lieu de la science en train de se faire. Si je vous lis le passage, le Collège de France est un établissement public d'enseignement supérieur, institution unique en France, sans équivalent à l'étranger. Depuis le XVIe siècle, le Collège de France répond à une double vocation, être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et de celui de son enseignement. Voué à la recherche fondamentale, le Collège de France possède cette caractéristique singulière. Il enseigne le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences et des arts. Donc il s'agit d'insister sur une singularité et pour ce faire de mobiliser la référence à un texte qui est devenu canonique au sein de l'institution, un texte, ou plutôt plusieurs textes récurrents sous la plume d'Ernest Renan à partir de 1856, qui a donc forgé cette représentation du Collège de France, selon laquelle il enseigne non pas les branches de la science qui sont faites, mais celles qui sont en voie de se faire. Donc ça justifiait d'autant plus, me semblait-il, de travailler sur la pratique des intitulés d'enseignement, étant donné que c'est là qu'est censée se manifester la non-reproduction des savoirs, l'innovation et la singularité de cette institution qui se souligne telle. Pour essayer de travailler sur ce point, nous avons conduit une enquête qui s'intéressait précisément à ce travail de transformation et à ses limites, au poids des traditions et précisément au renouvellement éventuel de ces pratiques. Alors ceci explique le choix de la méthode et au fait que nous sommes intéressés précisément à la lettre exacte des intitulés. Donc, il y a un caractère très entomologique peut-être à cette pratique, mais qui permet de mettre en évidence des choses. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure, je n'aurai pas le temps d'en donner plus. Et vous voyez ici la mobilisation précisément de cette formule rhénanienne et de cette représentation du Collège de France lui-même dans le cas d'une assemblée des professeurs où Lucien Febvre mobilise cette autodéfinition du Collège de France pour faire valoir la candidature d'un candidat contre un autre. Pour ce faire, nous avons donc plongé dans les archives des assemblées des professeurs et nous avons trouvé les arguments mobilisés pour reconduire ou pour transformer les titres de chaire, les traces des rapports de force qui structurent l'assemblée des professeurs, et le Collège de France n'y apparaît plus du tout comme un établissement isolé, mais plutôt comme une institution inscrite dans un contexte académique d'abord parisien, la Sorbonne, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Institut de France, etc., national et international.
l'existence d'un intitulé dans une autre institution incite tantôt les professeurs à ne pas l'attribuer à une chaire du Collège de France, tantôt, au contraire, à s'empresser de le reprendre. Cette enquête collective d'histoire socio-culturelle sur les choix opérés par les professeurs permet ainsi de préciser comment s'opposent ou s'articulent des logiques de distinction et ou de rattrapage. Elle met également en évidence quelles institutions françaises ou étrangères sont perçues comme de rang égal. Apparaît ainsi ce que j'appellerais une véritable tectonique des savoirs. Les choix des intitulés sont le résultat de facteurs multiples dont les entrechoquements provoquent des effets en chaîne inattendus dans et puis aussi, bien sûr, hors de l'établissement. Alors, un des résultats de l'enquête, c'est que loin d'avoir été une pratique depuis l'origine, comme le disait le site Internet, l'étude des archives montre que c'est dans le dernier tiers du XVIIIe siècle que ce mécanisme a commencé à se mettre en place et qu'il n'est pas du tout le résultat d'une décision autonome du Collège royal, mais d'une contrainte que l'Université de Paris lui a imposée à un moment de disette budgétaire du Collège. Premier résultat. Et ceci se traduit très bien dans l'autoreprésentation, là aussi, qu'on trouve dans les histoires indigènes. Si l'on regarde, par exemple, le mémoire historique et littéraire sur le Collège royal de France de Claude-Pierre Gouget, publié en 1758, où vous voyez que il n'y a pas de variation des intitulés, ils sont présentés, les titulaires viennent verticalement incarner, si vous voulez, des intitulés qui persistent selon les âges. Les choses changent à partir des lettres patentes de 1773 et à un siècle de distance, quand Jacques Flac, qui est professeur au Collège de France, essaye de lui aussi donner une traduction graphique des procédures et des processus de transformation des chaires, cela donne ce type de résultat, non publié, mais qu'on trouve dans les archives. Ceci explique d'ailleurs pourquoi l'ouvrage est centré sur les années 1770 à notre jour, c'est-à-dire une période où précisément cette autodéfinition du Collège de France de pratique devient une définition propre de l'institution. Et ceci, on en voit les traces. Peu de temps après l'activité de Renan, qui, après avoir été professeur, est devenu le représentant principal de l'institution, lorsque, par exemple, alors que la Nouvelle Sorbonne est créée en 1889 et qu'ensuite elle commence à s'affirmer comme une institution de recherche, bien précisément, la puissance publique fait valoir au Collège de France qu'il s'agit impérativement de revoir son agenda, de revoir sa manière de procéder, et donc de se loger, d'utiliser la définition que Renan avait lui-même donnée de l'institution, autrement dit un lieu de la science en train de se faire, pour pouvoir sauvegarder son budget face à la Sorbonne qui devient une concurrente réelle. Deux mots peut-être d'exemple pour finir. On a l'habitude, justement, si maintenant on fait une focale sur un cas particulier, on a l'habitude de souligner le fait que certaines sciences ne seraient pas entrées au Collège de France à l'heure où il aurait été de bon ton de les faire entrer. C'est le cas notamment de la sociologie, dont on rappelle régulièrement que Durkheim a échoué aux portes du Collège de France ou que Mauss a mis un certain temps, une trentaine d'années, avant d'entrer dans cette institution qui, entre-temps, a gagné en importance symbolique. Or, la grille de lecture des intitulés permet, à mon avis, de compléter ces études ou de les complexifier, puisqu'on voit que le titre de sociologie, par exemple, n'apparaît pas pour la première fois avec la chaire de Marcel Mauss en 1930, mais dès 1902 avec celle d'Alfred Le Châtelier pour une chaire de sociologie et sociographie musulmane, et qu'elle aura une très longue pérennité, cette chaire. La chaire était en réalité une création politique financée par le gouvernement général de l'Algérie et des protectorats de la Tunisie et du Maroc. Et le premier titre intitulé était celui de politique musulmane et africaine. Comme il avait heurté les représentants de l'enseignement supérieur qui soutenaient de leur côté Durkheim, notamment Louis Liard, c'est pour désamorcer les critiques de ses proches de Durkheim qu'il a adopté ce terme de sociologie. À cela s'ajoutent des facteurs familiaux, puisque le frère de Le Châtelier était entré au Collège de France quelques années auparavant sur une chaire de chimie minérale, et qu'en parallèle, Théodule Ribot tentait de faire rentrer Gabriel Tarde sous l'intitulé de psychologie sociologique pour contrer les avancées durkheimiennes. Donc on est dans un
une configuration qui témoigne de la complexité d'un paysage des savoirs hautement concurrentiel et une dialectique entre des multiples facteurs familiaux, intellectuels, politiques, savants bien sûr, qui donnent à tout ça une saveur relativement intéressante. Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Hoffman pour avoir prévu, dans le cadre aussi prestigieux des rencontres aztèques, la présentation de ce volume qui est en italien. Mais en effet, c'est sur un sujet tout à fait français, et ce qui est le plus important aujourd'hui, un ouvrage que je n'aurais jamais accompli sans la sérénité assurée par les meilleurs moyens matériels et intellectuels que les LABEX aztèques et le Centre Curie m'ont fourni tout au long de mon postdoctorat. En effet, j'ai travaillé sur cet ouvrage depuis 5 ans, sans pour autant le conclure, car j'avais l'ambition de marier une histoire minutieuse de la chimie à un éventail interdisciplinaire plus ample, qui puisse intéresser n'importe quel historien. Tout cela, j'ai essayé de le résumer, dans les titres évidemment, et surtout dans la couverture. On retrouve donc Lavoisier et Parthénope, ancien nom grec de la ville de Naples, lié au mythe des sirènes. Après tout, au XVIIIe siècle, dans l'imaginaire collectif, Naples est symbolisé par le mythe des sirènes et par les éruptions du Vésuve. Il existe d'autre part différentes versions de la légende de la sirène Parthénope, mais tout en tant commun qu'il s'agissait d'une histoire d'amour. Ces rencontres sont toujours un peu tourmentées, avec des abandons et des enthousiasmes. On a en conséquence une belle sirène, c'est-à-dire Naples et sa tradition chimique, qui se rencontrent, donc de façon tourmentée évidemment, avec Lavoisier et ce qu'on nomme la nouvelle chimie. Antoine Laurent Lavoisier, c'est-à-dire le père de la chimie moderne, chacun a pu apprendre à l'école que rien n'est créé, tout se transforme, etc., etc. Mais on le connaît également par son iconographie, où il est fixé avec ses regards un peu hiératiques, peut-être à cause de sa mort très tragique, qu'il incarnait un martyr de la science. Cependant, sa réforme chimique était quelque chose de plutôt concret. On pense à la nouvelle attention au poids des substances, ainsi qu'à la nouvelle nomenclature des réactifs. Et alors, il faudrait représenter un Lavoisier en tablier, au travail, dans un laboratoire, en train de se disputer avec des collègues, étant donné qu'il avait quand même révolutionné la discipline chimique. Enfin, j'ai découvert cette toile marouflée du palais académique de la Sorbonne, très peu reproduite, et si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'elle est reproduite en couleur sur un livre. Car il est presque impossible de la prendre en photo en raison de son emplacement sous les péristyles. On y voit Lavoisier discutant de façon véhémente avec un collègue, Berthollet, afin de les convaincre d'adopter ces nouvelles théories. Toutefois, il y a un troisième personnage. Est-ce que quelqu'un dans la salle arrive à les repérer? C'est où? Sur la chaise? Oui. Non, c'est trop facile. J'aime les choses un peu compliquées. Personne. Le manteau. Vous voulez faire un deuxième essai? Le manteau, je ne sais pas. Ça, c'est la première fois, c'est intéressant, non? Mais je la garde pour la prochaine fois. Non. Bon,
je suis super contente alors parce qu'il s'agit d'un tableau avec fantôme en fait. Parce qu'en effet, selon la légende, le peintre avait dessiné un Berthollet qui écoutait calmement la doctrine de Lavoisier. Vous voyez? Comme ça. Vous arrivez? Au bout d'un moment, tout le monde a reconnu. Au bout d'un moment, quelqu'un a expliqué à Chartrand que la diffusion de la nouvelle chimie française au XVIIIe siècle n'avait pas du tout été paisible. Dans la réalité des faits, il avait eu plutôt des débats agités partout en Europe. Par conséquent, Chartrand repensa les projets de son tableau pour nous restituer finalement cette scène de vive discussion. Quant à moi, j'ai effectué la même opération à niveau historiographique. Étant donné que les histoires de la chimie italienne, traditionnellement, n'ont pas consacré beaucoup de pages à l'introduction des idées de Lavoisier à Naples, on a toujours cru que les chimistes du sud de l'Italie les avaient accueillis passivement, je dirais comme le Berthollet de la première version du tableau de la chancellerie. D'autre part, grâce à l'analyse de la production imprimée et manuscrite méridionale en matière de chimie pneumatique, volcanologique et médico-pharmacologique, a surgi une vie scientifique très riche et variée, où les débats pour adopter, appliquer ou refuser les nouvelles théories de Lavoisier n'ont pas manqué, avec exactement la même vivacité qu'on peut admirer dans la version finale, ou corrigée, de la toile du palais académique, qui est maintenant imprimée sur la couverture du livre. J'ai pu remplir cette sorte de vide historiographique en examinant également la littérature non conventionnelle, la littérature grise, car les événements de la Révolution française ont beaucoup influencé les destins des chimistes napolitains et les contenus de leurs écrits. C'est pour cela qu'avec la lecture de cet ouvrage, j'espère que vous allez découvrir que ce sont les mêmes mains qui ont organisé la collection des minéraux du Muséum d'histoire naturelle de Paris et celle de Naples. Et on va comprendre alors pourquoi les annales de chimie sont pleines d'exiliés napolitains à la recherche de consacration professionnelle et pourquoi la remarquable aventure éditoriale du commercio scientifico dell'Europa col Regno delle Due Sicilie, l'un des premiers journaux de vulgarisation scientifique d'Italie, s'interrompt brusquement en 1793. Pour toutes ces raisons, je vous souhaite une très agréable lecture et si vous avez des suggestions pour publier une traduction française, je serai heureuse d'en discuter. Merci beaucoup.